bienvenue à tous les deux. Merci. On va donc s'intéresser à un terme qui existe depuis pas si longtemps que ça, c'est l'expérience patient. Est-ce que déjà, je vous demande à vous, Grégory Katz, comment vous définiriez l'expérience patient? Alors, il faut être très prudent sur le terme, car sous l'étiquette expérience, on range des critères d'accueil et de confort que mesure ISATIS durant un séjour hospitalier. Ça, c'est les PREM. À ne pas confondre avec les PROM, où là, on s'intéresse à l'outcome, c'est-à-dire au résultat des soins, en termes de qualité de vie pour le patient ou de récupération. Ça semble évident, a priori, quand un soin est donné, c'est que ça va marcher. L'expérience durant un séjour hospitalier peut être exceptionnelle. Ouais. On vous a bien accueilli, la chambre était propre, la communication avec les soignants était excellente, mais le traitement n'a pas fonctionné et on doit vous réopérer ou vous allez aller dans un autre établissement. Ce sont deux dimensions différentes. Il y a les résultats et il y a les moyens. Et sous le label expérience, on tend à confondre un peu la racine entre hôtel et hôpital. Un bon hôtel est un endroit où on aimerait revenir. Un bon hôpital est un endroit où on n'a pas besoin de revenir. Vous êtes d'accord avec cette définition, Guillaume Rousson? On sépare en fait les moyens du résultat. Sur cette partie-là, complètement, on sépare les moyens des résultats. Les deux sont absolument complémentaires et très importants à aller chercher, à les comprendre en profondeur pour réussir à les améliorer. Personnellement, la définition que j'aime le plus citer, c'est celle du Bewley Institute, l'institut américain qui travaille sur l'expérience patient et qui a été repris, traduit, travaillé par des experts en France, par l'Institut français de l'expérience patient, qui est que l'expérience patient correspond à toutes les interactions, toutes les situations que va vivre un patient tout au long de son parcours de santé, incluant aussi ses proches. Et toutes ces interactions, tous ces vécus vont être modifiés par aussi bien des éléments personnels de la part du patient que par la culture de l'établissement. Dans cette définition-là, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est interaction vécue. Donc tout ce qu'effectivement un patient va vivre pendant son parcours, pas les résultats de son parcours. Donc là, sur ces éléments, on est complètement d'accord. En revanche, dans cette définition, ça veut donc dire que ça inclut beaucoup plus de choses que l'accueil et le confort, et qu'on va aussi sur des éléments qui sont très importants aussi bien pour les professionnels que sur les patients, sur notamment la relation de soins, sur des éléments des transports, sur tout ce qui va se passer sur l'organisation de l'admission, de la sortie, des éléments qui vont avoir un impact sur les résultats des patients. D'où l'intérêt de comprendre les deux et que les deux soient complémentaires. Ce ne sont pas des données trop subjectives? Je vous demande aux deux, Guillaume Rousson, c'est pas trop subjectif de récolter l'avis d'un patient sur son vécu? Eh ben, on dit souvent qu'il y a deux éléments, justement, la satisfaction et l'expérience patient. ISATIS, on dit que c'est un questionnaire de satisfaction et d'expérience patient. Pourquoi on sépare les deux termes? Parce que la satisfaction, ça va être la différence entre ce que je pensais vivre et ce que j'ai vraiment vécu. C'est effectivement subjectif parce que ça dépendait de ce que je pensais vivre. L'expérience, l'objectif, c'est que ça soit objectif. J'ai été satisfait ou non de mon attente, j'ai attendu 23 minutes. Un, c'est de la satisfaction, l'autre, c'est de l'expérience. L'objectif, c'est effectivement d'avoir là aussi une complémentarité. C'est important que les patients soient satisfaits, mais c'est important de comprendre leur expérience pour pouvoir l'améliorer. Grégory Katz, ces PROMS, comme vous dites, vous les étudiez, vous en faites ensuite des classements d'hôpitaux. Qu'est-ce que vous faites des résultats? Alors, on a une expérimentation article 51 sur la cataracte qui est financée par le ministère et l'assurance maladie. Sur la cataracte, on prend un questionnaire de 9 questions et on pose des questions de confort visuel dans des activités quotidiennes. Concrètement, c'est sur une échelle de 1 à 4, est-ce que vous arrivez à reconnaître les visages des gens que vous croisez, à lire les sous-titres à la télévision? Vous avez un score de 2,3 sur 4 avant la chirurgie, et vous passez à 3,9 sur 4 après la chirurgie. La différence entre après et avant, c'est le gain de santé. Ce score gain de santé, c'est le bénéfice clinique que la chirurgie a généré pour le patient dans son quotidien. C'est sa récupération, c'est son confort visuel.
les praticiens reçoivent leur moyenne de score pour leur fil actif de patient, et le patient reçoit lui aussi son score. Okay, on stratifie la population des patients dans des groupes de sévérité homogènes. Il y a des patients qui ont une cataracte simple, des patients qui ont une DMLA ou un glaucome en plus de la cataracte. Donc, avec le Conseil national des professionnels d'ophtalmologie, la société savante, avec France Asso Santé, qui siège dans le board scientifique, le conseil scientifique, on a défini des critères pour comparer statistiquement des groupes de sévérité de patients homogènes. Autrement dit, comparer des pommes avec des pommes, voire des pink lady avec des pink lady. Et un praticien qui a 12% de patients sévères comparera ces patients sévères avec un CHU ou une autre clinique privée qui a 39% de patients sévères. Pour les praticiens volontaires, on ne force personne. Les praticiens qui rentrent dans ce registre standardisé, ajusté au profil de sévérité, vont pouvoir se comparer, et on distribue les praticiens et les équipes selon des scores, selon des moyennes, et on a pu observer qu'en 12 mois seulement, les champions de la cataracte qui disaient qu'ils ne pouvaient pas s'améliorer se sont améliorés de 21%. C'est énorme. 40% des praticiens, donc des chirurgiens, déclarent avoir changé leur pratique uniquement parce qu'ils sont comparés à des confrères et que le patient évalue également son confort visuel. Oui. Donc 40% de changement de pratique en 18 mois, 20% des praticiens déclarent avoir changé leurs indications. Donc c'est vraiment un changement radical, immédiat. On arrive même à définir que 17% des gains de santé sont faibles. C'est-à-dire que c'est des soins non pertinents. Pour faire court, c'est 1 000 € par œil pour la sécurité sociale. Quand on investit 2 000 € pour un patient et que le gain de santé est nul, voire négatif, c'est-à-dire que le patient voit moins bien, c'est à perte pour tout le monde. C'est des soins non pertinents. Donc, par les PROM et par le registre standardisé que nous mettons en place avec le conseil scientifique, eh bien, on arrive à quantifier la pertinence. Aujourd'hui, tout le monde parle de pertinence, on la qualifie, mais on ne la quantifie pas. C'est actionnable, parce qu'à partir du moment où on la quantifie et qu'on se distribue par rapport à des confrères, on rentre dans une communauté de pratique. On rentre dans un nivellement par le haut, par une dynamique collective de traction qui fait qu'on s'améliore. Et on arrive même à borner jusqu'à quel stade, avant la chirurgie, on a une probabilité d'améliorer significativement le patient, et au-delà de quel stade, la probabilité de ne pas améliorer le patient est très élevée. Ce qui est utile les praticiens. Est-ce que ça veut dire que du coup, on va mieux cibler les patients qui vont se faire opérer, reporter éventuellement certaines opérations, donc peut-être qu'on opère moins, mais on opère mieux. Et est-ce que ça, par exemple, ça améliore le bien-être aussi des soignants? Ça veut dire qu'ils sont moins dans le rush? Évidemment. La T2A crée une course folle au volume. Plus on fait d'actes, plus on est payé. Et il y a une pandémie de burn-out. On le sait. Donc, le fait que l'on puisse trier sa file active et opérer en priorité les patients qui ont besoin d'un gain de santé immédiat, parce qu'on sait en fait trier grâce au PROM, fait qu'on va libérer du temps au bloc, on va l'attribuer ce temps aux patients en priorité. Le bloc est toujours plein, rassurez-vous. Les chiffres d'affaires sont les mêmes, mais au lieu d'opérer au fur et à mesure, on va opérer en priorité. Oui. Et ça va également redonner du sens au projet médical. En intégrant les PROM dans le projet médical, on substitue une approche de volume par une approche de valeur. Vous êtes d'accord, Guillaume Rousson, c'est en ça que ça peut faire partie des bénéfices d'un établissement de santé? C'est effectivement sur la partie PROMS, et comme le disait en introduction Grégory, sur la partie donc des résultats des soins, qu'effectivement, ça peut avoir un impact non négligeable et qui a été largement démontré au niveau international. Et c'est extraordinaire qu'on ait aussi ces travaux en France, notamment avec des travaux aussi poussés et aussi évalués. Et c'est tout l'intérêt des articles 51 dans lequel se retrouve être cette expérimentation sur la cataracte. Et on espère bien, et ça fait partie d'ailleurs depuis Ma Santé 2022 avec l'axe 1, des éléments qui sont recommandés, d'aller vers des indicateurs de pertinence, d'aller donc vers des indicateurs de résultats pour compléter nos indicateurs de processus, particulièrement des indicateurs qu'on va recueillir auprès des patients avec des autoquestionnaires qu'on connaît bien,
Et puis d'aller aussi petit à petit vers un financement qui dépende de ces indicateurs, de résultats, et donc d'aller petit à petit vers un financement qui ne soit plus que à la qualité, même si on en est encore là dans les discussions, mais un financement qui soit à la pertinence. En tout cas, je pense qu'on est tous alignés sur le fait que c'est une nécessité. Rapidement, Guillaume Rousson, quels sont les points négatifs qui reviennent le plus souvent et les points positifs qui reviennent le plus souvent dans ce que disent les patients? Mais effectivement, nous, on s'intéresse particulièrement au verbatim des patients. Vous savez, ces deux petites fameuses questions à la fin de votre questionnaire ISATIS. Qu'avez-vous retenu de positif de votre séjour? Qu'avez-vous retenu de négatif de votre séjour? Nous, on est spécialisé dans l'analyse par traitement automatique du langage de ces données-là. Et donc, ce qui ressort le plus souvent comme positif, ça va être effectivement sur la relation de soins, ça va être sur la relation avec le personnel, ça va être sur le vécu du soin. Et puis, ce qui va être quelquefois négatif, ça va être des éléments qu'on connaît bien, sur la sortie, sur le vécu du repas, sur le vécu de la chambre. Et donc, on va avoir des pistes d'amélioration qui vont être aussi bien actionnables que utiles, et à tous les niveaux. Et c'est ça qui va être intéressant. Ça va être aussi de faire redescendre des indicateurs jusqu'au manager de proximité, jusqu'au cadre de santé, jusqu'au chef de service, pour qu'ils puissent finalement avoir à leur disposition des pistes d'amélioration sur, à court terme, l'expérience des patients, puisque nous, c'est sur ça qu'on travaille, et parce que c'est là où il y a, à l'heure actuelle, des données disponibles dans pratiquement tous les établissements de France, par leur questionnaire interne ou par le questionnaire ISATIS. Et puis demain, on l'espère aussi, par des indicateurs PROMS qui sera à disposition des professionnels. Donc ce sont des ajustements assez simples à faire qui changeront l'attractivité des hôpitaux. Je sais qu'il y a un classement dans le magazine Newsweek qui dépend et qui est basé sur ces PROMS. Est-ce que vous pouvez nous dire si dans les têtes du classement, les hôpitaux privés sont bien placés? En France, oui. Dans le top 20, on a 4 cliniques privées qui sont dans le top 20 du classement Newsweek. Et ces 4-là utilisent des PROMS à travers un registre standardisé. Ça, c'est depuis 2023 que cette méthodologie a été mise en place par Newsweek, qui compare 22 pays, dont la France, avec une approche où les établissements privés et publics sont fusionnés. Le deuxième point méthodologique, c'est on ne s'improvise pas PROM. On va rentrer dans une démarche où les instruments, les questionnaires sont calibrés scientifiquement, avec également des instants bien précis, un calendrier de collecte. Tout ça requiert en fait une méthodologie standardisée. C'est complexe à mettre en place et il faut l'ajuster selon les profils de sévérité. Si on est audité par un organisme extérieur qui analyse vos données PROM, à partir de mars 2024, ces établissements auront un upgrade dans le classement et seront surclassés. Et c'est la première fois que dans les classements hospitaliers, on prend en compte cette dimension qui concerne non pas seulement le volume ni la satisfaction des patients par rapport à leur séjour hospitalier, mais également le résultat des soins et la manière dont ces résultats sont analysés par un organisme extérieur, dans une démarche scientifique. En clair, pour faire en une phrase, il ne s'agit pas d'être un établissement de soins ou un hôpital privé qui délivre des soins, mais qui délivre des soins pertinents. C'est ça. Et le fait qu'on délivre des soins pertinents, on répond à la finalité d'un patient. Le patient, quand il choisit la clinique A ou l'hôpital public B, ce qu'il espère, ce n'est pas seulement d'être bichonné. Ce qu'il espère, c'est que son gain de santé soit amélioré. Il fait le pari que son bien-être, que son autonomie. Ouais. Exactement. Donc, la finalité du patient dans son choix, si c'est un soin programmé, c'est le PROM. Avant tout. Pour nous, pour nos proches, on le ressent. Quand on dit est-ce que c'est un bon médecin, est-ce que c'est un bon service, est-ce que c'est un bon établissement, c'est qu'on attend derrière un résultat. Et ce résultat, il faut le mesurer de manière standardisée. Les PREM, c'est important aussi. Il y a cette complémentarité, mais ce qu'on a pu observer dans de nombreux registres, c'est qu'il peut y avoir une décorrélation entre les PREM et les PROM. On peut avoir des PREM excellents, et ce n'est pas forcément le cas pour les PROM. Donc, les deux doivent être mesurés. Un mot rapide pour terminer, Guillaume Rousson. Oui, quand on parle de ces thématiques, et d'autant plus d'expérience patient, je pense que pour savoir en particulier ce qui a le plus d'importance pour les patients, la question prioritaire, c'est déjà de savoir
qu'est-ce qui est important pour eux et donc de leur demander. Et donc, je pense qu'à l'avenir, c'est aussi des discussions qu'on doit avant tout avoir avec des patients autour de la table. C'est extraordinaire qu'on puisse parler ici de ces enjeux-là qui sont très nouveaux. Mais c'est vrai que je pense qu'à l'avenir, il faut absolument qu'on le fasse avec les patients et non plus seulement que pour eux, dans l'objectif de savoir ce qui a vraiment de l'importance pour eux. Merci beaucoup à tous les deux. Il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous avez été très très clairs. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation.